Sous les lumières vacillantes d'un grand salon abandonné, une jeune femme fuit une vie décidée sans elle. Son cœur bat contre les murs du silence, tandis qu'un secret, longtemps enfoui, menace de surgir. Au seuil de sa liberté, une rencontre inattendue bouleverse tout. Un homme de pouvoir, prêt à défier les règles de son monde, croise son destin tremblant. Entre devoir et désir, une vérité prohibée s'apprête à éclater, transformant une nuit de fuite en un choix irréversible. Si cette histoire vous émeut déjà, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre soutien fait toute la différence. Dans les rues pavées de Paris, sous un ciel de plomb qui annonçait la tempête, Émilie de Launay serrait contre elle le voile de sa robe de mariée, blanche comme un linceul. Ses mains tremblaient, non de froid, mais d'une fureur contenue qui bouillonnait dans sa poitrine. À 22 ans, elle avait été promise à un homme qu'elle n'avait vu que 2 fois, le vicomte Armand Duval, un veuf de 40 ans aux manières glaciales et aux yeux froids comme l'acier. Ce mariage arrangé n'était qu'une transaction, un moyen pour sa famille ruinée de regagner un semblant de prestige dans la haute société de la Belle Époque. Mais Émilie refusait ce destin tracé par d'autres. Elle avait fui la cathédrale Notre-Dame au dernier moment, alors que les orgues résonnaient encore de l'hymne nuptial, laissant derrière elle un père furieux et une mère effondrée. Le vent fouettait son visage pâle, encadré de boucles châtaines échappées de leurs chignons sophistiqués. Sa robe de taffetas crème, ornée de dentelles fines et d'un corset qui entravait sa respiration, la ralentissait dans sa course éperdue vers la Seine. Les passants, enveloppés dans leurs manteaux de laine et leurs hauts de forme, la dévisageaient avec curiosité. Une jeune femme en robe de mariée, seule et échevelée, courant comme une fugitive au cœur de la ville lumière, c'était un scandale en marche, un murmure qui se propagerait bientôt dans les salons parfumés de jasmin et de tabac. Émilie s'arrêta près d'un pont, le souffle court. L'eau sombre du fleuve clapait contre les quais, miroir trouble de son âme tourmentée. Depuis l'enfance, elle avait rêvé d'une vie libre, inspirée par les romans de George Sand qu'elle dévorait en cachette dans la bibliothèque familiale. Son père, le comte Henri de Launay, un ancien militaire endetté par des investissements ratés dans les chemins de fer, l'avait élevée dans l'ombre de la rigueur bourgeoise. Une femme doit savoir se taire et obéir, lui répétait-il souvent, ses moustaches grisonnantes frémissant de colère rentrée. Sa mère, fragile et résignée, n'avait jamais osé contredire. Mais Émilie, avec ses yeux verts pétillants d'intelligence et son esprit vif, aspirait à plus. Elle dessinait en secret des croquis de mode, imaginant des robes fluides qui libéreraient les corps des carcans victoriennes. Ce mariage, une prison dorée qu'elle brisait ce jour-là. Soudain, un bruit de pas précipité la fit sursauter. Était-ce un poursuivant envoyé par son père? Elle se tourna, le cœur battant. Non, ce n'était qu'un fiacre qui s'approchait, ses chevaux hennissant dans la brume matinale. Mais au lieu de s'enfuir plus loin, une idée folle la traversa. Et si elle montait dedans, direction l'inconnu? Paris, avec ses boulevards haussmanniens bordés de cafés animés et ses théâtres illuminés au gaz, offrait tant de cachettes. Elle héla le cocher d'une voix ferme, malgré la peur qui nouait sa gorge. « À Montmartre, vite !» lança-t-elle, jetant une pièce d'or, le dernier cadeau de sa grand-mère, une broche en forme de rose qu'elle avait arrachée de sa toilette pour la monnayer. Le cocher, un homme bourru, aux favoris épais, haussa les épaules et fouetta les rênes. La voiture s'ébranla, ballottant sur les pavés irréguliers. Émilie se blottit dans un coin, observant par la vitre embuée les passants qui s'activaient. Marchands de fleurs criant leur prix, élégantes en crinoline descendant d'un omnibus, ouvriers en casquette se hâtant vers les usines. La ville bruissait d'une énergie nouvelle, celle de l'après-guerre, où l'argent coulait à flot dans les banques et les expositions universelles, mais où les cœurs, eux, restaient enchaînés par les conventions. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle d'espoir vacillait. Et si cette fuite n'était que le début d'une transformation?
Elle imaginait déjà une vie où elle pourrait choisir son chemin, loin des intrigues familiales et des alliances forcées. Mais la réalité la rattrapa vite. Sans ressources, sans protecteur, une femme seule dans Paris était une proie facile. Les journaux à sensation, comme Le Figaro, se délecteraient bientôt de l'affaire. La fiancée rebelle du vicomte Duval, un scandale qui ébranle la noblesse. Le fiacre gravit les côtes escarpées de Montmartre, en quartier bohème où artistes et poètes se mêlaient aux blanchisseuses. Émilie descendit près du moulin de la Galette, ses jupes sales de boue. L'air sentait le pain frais et la peinture à l'huile. Elle erra dans une ruelle étroite, frôlant des murs couverts de lierre. C'est là, sous un porche ombragé, qu'elle croisa son regard. Lui, un homme d'une trentaine d'années, grand, aux épaules larges sous un manteau de tweed impeccable. Ses cheveux noirs, coupés courts, encadraient un visage anguleux marqué par une cicatrice discrète sur la joue gauche. Souvenir d'un duel, peut-être? Ses yeux bleus, perçants comme l'acier trempé, la fixèrent avec une intensité qui la cloua sur place. « Vous semblez perdue, mademoiselle », dit-il d'une voix grave, teintée d'un accent du Sud, peut-être de Lyon. Il s'appelait Raoul Beaumont, magnate des chemins de fer, un self-made man, dont la fortune rivalisait avec celle des Rothschild. Émilie hésita, son cœur cognant comme un tambour. Devait-elle fuir ou accepter cette main tendue par le destin? Dans ce moment suspendu, alors que la pluie commençait à tomber en fines gouttes, Émilie comprit que sa vie venait de basculer. Ce regard, ce ton protecteur, c'était le début d'une aventure qui l'amènerait aux confins de l'amour et du danger. Mais pour l'instant, elle ignorait encore à quel point Raoul allait changer son destin. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des suites passionnantes. Et dans les commentaires, dites-moi de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Votre soutien fait vivre ces récits. Émilie sentit son cœur s'emballer sous le regard de cet inconnu. Raoul Beaumont, comme il se présenta d'une voix assurée, offrit son bras avec une courtoisie qui contrastait avec l'effervescence bohème de Montmartre. La pluie fine redoublait, transformant les pavés en miroirs glissants, et elle accepta, trop épuisée pour refuser. Ils marchèrent en silence, vers une petite auberge nichée au pied du Sacré-Cœur, encore en construction, dont les échafaudages de bois dominaient le quartier comme une cathédrale inachevée. L'air portait l'odeur de la terre mouillée et du charbon des fours à pain, un mélange rustique qui détonnait avec les parfums sophistiqués des salons parisiens qu'Émilie avait fuis. À l'intérieur de l'auberge, une salle basse aux murs blanchis à la chaux, éclairée par des lampes à huile qui projetaient des ombres dansantes, les accueillit. Raoul commanda 2 bols de soupe chaude et du pain croustillant, payant d'un geste généreux sans poser de questions. Émilie, les mains encore tremblantes, ajusta les plis froissés de sa robe de mariée, dont le taffetas crème était taché de boue. Le corset serré lui rappelait les contraintes de son monde. Les robes à crinoline imposées par sa mère, les gants de dentelle qui étouffaient ses doigts, les chapeaux ornés de plumes qui voilaient son regard. À 22 ans, elle avait grandi dans l'hôtel particulier des Launay, rue de Rivoli. Un édifice haussmannien aux façades ocre et aux balcons forgés, où chaque pièce respirait l'opulence déclinante de la noblesse post-napoléonienne. Son quotidien s'était déroulé au rythme des rituels rigides de la haute société parisienne. Les matins commençaient par un petit déjeuner frugal dans la salle à manger lambrissée, où son père, le comte Henri de Launay, lisait le temps à voix haute, ses lunettes cerclées d'or perchées sur son nez aquilin. À 55 ans, il arborait une moustache impeccablement taillée et un gilet de soie brodé, vestige d'une gloire militaire fanée depuis la guerre franco-prussienne. Les dettes familiales, accumulées par des spéculations hasardeuses sur les actions des chemins de fer, pesaient comme un ombre sur la maison. « L'honneur avant tout », déclarait-il souvent. Mais ses yeux trahissaient l'angoisse d'un homme piégé par les apparences. Sa mère, la comtesse Isabelle, une femme frêle d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs relevés en chignon sévère et aux robes de mousseline grise qui soulignaient sa silhouette émaciée, incarnait la résignation.
Elle passait ses après-midi à broder des motifs floraux dans le salon aux tentures de velours vert, sous le portrait ancestral d'un aïeul en uniforme. Les conversations tournaient autour des ragots des salons, les bals de l'opéra, les courses d'hippiques à Longchamp, les alliances matrimoniales qui scellaient des fortunes. Émilie, en tant que fille aînée, était destinée à ce carrousel. Ses sœurs cadettes, Louise et Claire, âgées de 18 et 16 ans, l'enviaient secrètement pour sa beauté. Ses yeux verts, hérités de sa grand-mère, sa chevelure châtain aux reflets cuivrés, mais partageaient la même cage dorée. Les relations familiales étaient un tissu d'affection contenue et de devoirs implicites. Son père, distant depuis la mort de son frère aîné à Sedan, voyait en Émilie un moyen de restaurer le nom des Launay. « Tu épouseras le vicomte Duval pour notre salut », lui avait-il ordonné un soir d'automne, dans la bibliothèque au rayonnage de chêne chargée de volumes reliés cuir. Armand Duval, veuf et sans héritier, possédait des vignobles en Bordelais et une réputation de froideur calculée. Émilie l'avait rencontré lors d'un dîner formel où il avait à peine souri, ses lèvres minces pincées sous une barbe noire bien taillée. À 40 ans, il représentait la stabilité. Un hôtel particulier, avenue Foch, des livrées impeccables pour ses valets, une collection d'œuvres d'art acquises aux enchères de Drouot. Mais sous cette façade, l'état émotion initial d'Émilie bouillonnait de frustration. Elle aspirait à l'indépendance, inspirée par les lectures clandestines de ses nuits solitaires. Les pamphlets sur les droits des femmes, glanés chez une amie modiste, ou les poèmes de Baudelaire qui évoquaient une Paris sensuelle et libre. Ses croquis de mode, cachés dans un tiroir de sa coiffeuse de marqueterie, imaginaient des silhouettes libérées des baleines et des jupes encombrantes. Un rêve profane dans un monde où les femmes de son rang ne sortaient qu'escortées, voilées par des ombrelles de soie. Les hiérarchies sociales dictaient tout. Les domestiques en tabliers amidonnés s'inclinaient devant les invités. Les invitations gravées sur carton épais scellaient les alliances. Et les messes du dimanche, à Saint-Philippe-du-Roule, rappelaient la piété bourgeoise. Ce jour-là, dans l'auberge de Montmartre, Raoul rompit le silence. « Paris est une ville de secrets, mademoiselle. Le vôtre semble bien lourd à porter. » Sa voix, grave et mesurée, portait l'accent chaleureux du Midi. Peut-être de Lyon, où sa famille avait des racines modestes avant sa ascension fulgurante dans les affaires ferroviaires. À 35 ans, il avait bâti un empire sur les lignes reliant la capitale à la Provence, investissant dans les machines à vapeur qui révolutionnaient les transports. Son manteau de tweed gris, coupé sur mesure, et sa cravate de soie unie trahissaient un homme qui avait gravi les échelons sans perdre son pragmatisme. Une cicatrice fine barrait sa joue, vestige d'une rixe d'Eking niant, et ses mains, marquées par le travail, contrastaient avec l'élégance de son allure. Émilie hésita puis murmura « Je m'appelle Émilie de Launay. J'ai fui un mariage que je n'ai pas choisi. » Les mots sortirent comme un aveu, libérant une partie de la tension qui l'étouffait. Raoul hocha la tête, sans jugement. La liberté a un prix, mais elle vaut tous les scandales. Ils parlèrent alors de la ville, de ses boulevards illuminés au gaz où les fiacres se croisaient dans un balai incessant, des cafés comme le Procope où intellectuels et bourgeois débattaient de l'exposition universelle à venir. L'auberge bruissait de vie. Des peintres en blouse tachée riaient bruyamment. Une serveuse en tablier blanc versait du vin rouge dans des verres épais. Pourtant, au milieu de cette chaleur bienvenue, un premier indicio de tension émergea. Un messager, un jeune garçon aux vêtements usés, entra en trombe, brandissant une lettre cachetée d'un sceau noble. « Pour mademoiselle de Launay », cria-t-il essoufflé. Émilie pâlit en reconnaissant l'emblème des Duval. Raoul fronça les sourcils tandis qu'elle décachetait l'enveloppe d'une main tremblante. Les mots, tracés d'une encre noire et ferme, la glacèrent. « Votre fugue offense notre nom. Revenez, ou les conséquences seront irréparables. » Signé du vicomte lui-même. Le cœur d'Émilie se serra. Ce murmure du passé, emporté par le vent de Paris, annonçait la rupture imminente.
Raoul posa une main rassurante sur la table, mais dans ses yeux bleus, une ombre de complication passa. Que cachait cet homme au regard si intense? La soupe refroidissait, et avec elle, l'illusion de sécurité. Émilie fixait la lettre, les mots du vicomte Duval, dansant devant ses yeux comme des ombres menaçantes. La salle de l'auberge semblait rétrécir autour d'elle, les rires des peintres se muant en un bourdonnement lointain. Raoul, sentant sa détresse, se pencha légèrement. « Lisez-la à voix haute, si cela vous aide. Les secrets pèsent moins quand on les partage. » D'une voix chevrotante, elle obéit. « Votre fugue offense notre nom. Revenez, ou les conséquences seront irréparables. Le comte de Launay paiera pour cette humiliation. » Chaque syllabe tombait comme un couperet. Émilie froissa le papier, ses joues en feu. « Il me traite comme une marchandise défectueuse. Mon père. Il doit être fou de rage. » Raoul hocha la tête, son regard bleu scrutant le messager qui s'éclipsait déjà dans la pluie. « Paris est une toile d'araignée, mademoiselle. Votre fuite a déjà tissé les premiers fils. Le vicomte Duval n'est pas homme à pardonner une offense publique. » Il fit signe à la serveuse pour un autre verre de vin, un Bordeaux corsé qui réchauffait l'estomac sans apaiser l'âme. Émilie but une gorgée, le liquide âpre lui rappelant les dîners familiaux où l'on scellait les destins autour de tables cirées. Dehors, la tempête s'intensifia, les gouttes martelant les vitres comme des accusations. Raoul se leva, paya l'addition d'un louis d'or qui fit briller les yeux du tenancier et offrit son manteau à Émilie. « Venez. Montmartre n'est pas un refuge sûr pour une fugitive en robe de mariée. J'ai une maison modeste près du parc Monceau. Pas un palais, mais un abri contre la tourmente. » Elle hésita, son esprit tourbillonnant. Accepter l'aide d'un inconnu? C'était déjà une rupture avec les règles gravées dans son éducation. Une dame ne voyageait pas seule avec un homme, surtout pas un bourgeois enrichi, sans chaperon ni contrat. Pourtant, le froid la saisit, et la lettre brûlait encore dans sa poche. « Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas ?» Raoul sourit pour la première fois, un éclat fugace qui adoucit sa cicatrice. « Parce que j'ai fui moi-même un jour. Les rails des chemins de fer m'ont emporté loin d'une vie étouffante à Lyon. La liberté commence par un pas, Émilie. » Elle prit son bras et ils sortirent dans la nuit naissante. Le fiacre de Raoul, un attelage sobre aux lanternes à huile clignotante, les attendait. Les chevaux piaffèrent, leurs sabots glissant sur les pavés luisants, tandis que la voiture descendait les pentes escarpées vers le cœur bourgeois de Paris. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par le crépitement de la pluie sur le toit de cuir. Émilie observait Raoul à la dérobée, ses mains fortes posées sur ses genoux, son profil aquilin éclairé par les lueurs des réverbères au gaz qui bordaient les boulevards Haussmann. À 35 ans, il incarnait l'ascension fulgurante de cette époque. Fils d'un modeste horloger, il avait investi dans les locomotives à vapeur après la guerre, reliant Paris à Marseille en lignes express qui transportaient soieries, vins et rêves. Sa fortune, forgée dans le fer et la sueur, le plaçait aux portes de la haute société, mais sans titre nobiliaire, il restait un parvenu aux yeux des Duval du monde. Arrivés avenue de Messine, près du parc Monceau, aux allées ombragées de châtaigniers, la maison de Raoul se dressa. Un hôtel particulier de 3 étages, façade en pierre de taille ornée de ferronneries art nouveau naissante, avec un perron discret gardé par un portier en livrée grise. Pas de valet en perruque poudrée comme chez les Launay, mais une domesticité efficace, un majordome nommé Bertrand qui inclina la tête sans un mot. À l'intérieur, l'air embaumait le bois ciré et les livres anciens. Le vestibule, éclairé par des appliques à gaz, ouvrait sur un salon aux meubles en acajou, tapis persans étouffant les pas, et un piano à queue où traînait une partition de Debussy. Raoul la guida vers une chambre d'amis, aux rideaux de damas bleu nuit, et à un lit à baldaquin chargé de courtes pointes de velours. « Reposez-vous. Demain, nous verrons comment affronter cela. » Émilie s'assit sur le bord du lit, sa robe de taffetas froissée comme son âme. « Affronter ? Mon père me reniera. La société.
Les salons me fermeront leurs portes. Une femme seule est un scandale ambulant. Les larmes montèrent, mais elle les ravala. Dans ce nouveau monde, les règles changeaient. Plus de mères pour la coiffer, plus de sœurs pour partager les confidences chuchotées. Ici, la vigilance était celle des domestiques discrets et des voisins curieux, et les obstacles surgissaient comme des ombres, rumeurs dans les journaux, dettes familiales exposées, alliances brisées. Cette nuit-là, allongée sous les draps frais, Émilie entendit les horloges sonner minuit. Le sommeil la fuit, hanté par des visions, son père, le comte Henri, arpentant la bibliothèque rue de Rivoli, son gilet de soie tendu sur sa bedaine naissante, jurant sur l'honneur familial. À 55 ans, ses favoris grisonnants et son pas militaire trahissaient un homme brisé par les revers financiers, les actions des chemins de fer qu'il avait spéculés, ironiquement les mêmes que Raoul maîtrisait. Sa mère, Isabelle, pleurait-elle dans son boudoir, ses mains diaphanes serrant un mouchoir brodé? Et le vicomte Duval, cet antagoniste aux yeux froids, complotait-il déjà sa revanche, ses vignobles bordelais comme forteresse contre les rebelles? Au matin, un coup à la porte la tira du lit. Bertrand entra avec un plateau, thé fumant, croissant doré, et une robe simple de laine grise prêtée par la gouvernante. « Monsieur Beaumont vous attend en bas. » Émilie s'habilla, le miroir reflétant une femme changée, cheveux relevés en chignon lâche, sans les perles imposées. Descendant l'escalier de marbre, elle trouva Raoul près de la cheminée, lisant un exemplaire frais du Figaro. Il leva les yeux. « Les nouvelles vont vite. Votre fuite fait les gros titres. Scandale à Notre-Dame. La promise du vicomte s'évapore. » Émilie pâlit. Le journal, avec ses illustrations aux traits fins, dépeignait sa silhouette fantomatique fuyant l'hôtel. « C'est la fin. Mon père exigera mon retour, sous peine de déshéritage. » Raoul posa le papier. « Ou c'est un début. J'ai des contacts, un notaire, des alliés dans les affaires. Mais cela demande une décision. Rester et affronter, ou fuir plus loin. » Elle hésita, le cœur déchiré. Refuser signifiait l'isolement total, une vie de modiste anonyme dans les ateliers de la rive gauche, loin des bals et des opéras. Accepter, c'était plonger dans l'inconnu, avec cet homme qui devenait mentor malgré lui, et Duval comme ombre menaçante. Soudain, un bruit de sonnette retentit. Bertrand annonça « Le comte de Launay, monsieur ». Émilie se figea. Son père, en redingote noire et chapeau melon, entra comme un ouragan, son visage rougeaud crispé de fureur. « Émilie, cette folie cesse maintenant. Duval attend, et notre nom ne survivra pas à ce déshonneur. » Raoul s'interposa poliment. « Comte, votre fille est sous ma protection. Laissez-la choisir. » Henri de Launay toisa Raoul, ses yeux plissés. « Beaumont, le parvenu des rails, vous osez? Revenez, ou je vous coupe les vivres. Pas d'héritage, pas de dot. » Émilie sentit la rupture. Le status quo volait en éclats. Les règles du nouveau monde s'imposaient. Alliances précaires, surveillance publique via la presse, dette comme chaîne. Avec un sanglot étouffé, elle déclara « Père, je ne reviendrai pas pour un mariage forcé. » Le comte tourna les talons, claquant la porte. Le silence tomba lourd. Raoul murmura « Vous avez choisi, mais Duval ne lâchera pas. Une lettre arrive ce soir, un ultimatum. » Émilie, le cœur battant, comprit que cette décision altérait tout. Exil de la famille, entrée dans le cercle de Raoul et un premier obstacle concret, la calomnie qui se propageait déjà dans les salons. Dehors, Paris s'éveillait, indifférente. Mais pour elle, la tempête ne faisait que commencer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume d'incertitude, comme si Paris elle-même retenait son souffle. Émilie, installée dans la maison de Raoul près du parc Monceau, apprit à naviguer ce nouveau monde avec prudence. Les domestiques, discrets sous la direction de Bertrand, lui apportaient des repas simples, soupe de légumes, pain frais, un fromage de Normandie et une garde-robe modeste, robe de laine grise ou de serge bleu marine, corset moins rigide que ceux de sa mère, chapeau sans plumes extravagantes.
À 22 ans, elle se surprenait à respirer plus librement, loin des atours imposés par la comtesse Isabelle. Raoul, absorbé par ses affaires ferroviaires, rentrait tard, ses bottes cirées claquant sur le marbre de l'entrée, portant l'odeur de la suie et du métal chaud des gares. Pourtant, l'isolement pesait. Émilie passait ses après-midi à feuilleter des revues d'art dans le salon, observant par la fenêtre les promeneurs du parc. Nourrices poussant des landaux, messieurs en redingote discutant politique sous les châtaigniers. Raoul, sentant sa mélancolie, proposa un soir. « Il est temps de vous montrer un thé chez Madame Lefebvre, une veuve respectable du quartier. Pas un bal, juste un cercle intime. Cela testera les os. » Émilie hésita, son cœur serré par la peur du jugement. Mais refuser signifiait s'enfermer davantage, et elle acquiesça, ajustant une broche en argent, un objet modeste que Raoul lui avait offert, une petite rose gravée, symbole discret de sa protection naissante. Le lendemain, sous un ciel clair d'automne, ils se rendirent à pied jusqu'à l'hôtel particulier de Madame Lefebvre, rue de Courcelles. L'air bruissait des feuilles rousses tombant des platanes, et les fiacres trottaient au rythme des sabots sur les pavés. Raoul, en manteau de tweed et cravate unie, offrait son bras à Émilie, dont la robe de serge grise soulignait sa silhouette élancée sans l'entraver. À son cou, la broche scintillait faiblement, un rappel tangible de ce lien fragile. « Restez près de moi », murmura-t-il, son souffle chaud effleurant son oreille. Ce geste, anodin, fit naître un frisson, un premier micro-geste d'intimité. Un rosse qui promettait plus sans oser. La maison de Madame Lefebvre, une bâtisse haussmannienne au balcon de fer forgé, ouvrait sur un salon aux murs tapissés de soie d'ivoire et aux meubles en acajou poli. Une dizaine d'invités s'y pressaient, des bourgeois aisés, veuves en mousseline noire, un notaire aux favoris blancs, une modiste aux boucles blondes. L'air embaumait le thé à la bergamote et les pâtisseries fines, madeleines dorées, éclairs au chocolat. Madame Lefebvre, une femme replète d'une cinquantaine d'années, aux lunettes rondes perchées sur un nez aristocratique, accueillit Raoul avec chaleur. « Monsieur Beaumont, quel plaisir! Et qui est cette charmante compagne ?» Ses yeux, vifs derrière les verres, scrutèrent Émilie avec curiosité polie. « Émilie Laurent, une amie de passage, » répondit Raoul d'une voix ferme, inventant un nom pour masquer l'origine noble. Émilie inclina la tête, ses joues rosissant sous les regards. Le cercle se resserra autour d'eux, les conversations glissant des dernières expositions au Louvre au ragot des salons. Mais bientôt, la tension affleura. Le notaire, un certain monsieur Duvalet, homonyme du vicomte, ce qui fit tressaillir Émilie, posa son tasse avec un cliquetis. « J'ai lu dans le Gaulois une histoire fort curieuse. Une jeune dame en robe de mariée, fuyant Notre-Dame. Un scandale qui agite les boulevards. » Les rires fusèrent, légers mais acérés, comme des aiguilles sous la soie. Émilie sentit le rouge monter à son visage, ses mains se crispant sur sa tasse de porcelaine. Une veuve, aux lèvres pincées sous un chapeau de velours noir, ajouta d'un ton mielleux « Dire que cela touche la noblesse. Les Launay, ruinés par les chemins de fer, forcent leurs filles dans des unions. Inopportunes. Et ce parvenu des rails qui les sauve? Paris adore les contes, mais la vérité est plus cruelle. » La friction de classe était palpable. Raoul, self-made man, toisait ces bourgeois qui le voyaient comme un intrus, malgré sa fortune. Émilie baissa les yeux, la broche à son cou semblant brûler. Un objet qui, au lieu de consoler, soulignait maintenant sa vulnérabilité, reliant son passé au présent. Raoul intervint avec mesure, sa main effleurant discrètement le bras d'Émilie sous la table, un geste de soutien muet. Les chemins de fer relient les hommes, pas les jugements hâtifs. Mademoiselle Laurent mérite plus que des murmures. Son ton grave et protecteur fit taire l'assemblée un instant. Madame Lefebvre changea de sujet, offrant un plateau de biscuits, mais l'humiliation subtile persistait. Regards en coin, silence lourd. Émilie, le cœur battant, osa lever la tête. « La liberté n'est pas un scandale, mais un droit, » dit-elle doucement, sa voix tremblante gagnant en force.
Un silence partagé s'installa entre elle et Raoul, leurs yeux se croisant. Un regard prolongé, chargé d'une compréhension naissante, qui réchauffa l'air froid du salon. Pourtant, dans l'ombre, l'antagoniste veillait. À l'autre bout de la pièce, un gentleman aux moustaches cirées, envoyé discret du vicomte Duval, notait chaque détail, le rose des mains, la broche, les mots audacieux d'Émilie. Il s'éclipsa tôt, son pardessus noir claquant comme un avertissement. Dehors, alors qu'il regagnait la maison sous un soleil déclinant, Raoul murmura « Vous avez tenu bon, c'est un premier pas. » Émilie sourit faiblement, touchant la broche du bout des doigts. Ce petit bijou, simple ornement, initiait un arc émotionnel. De symboles de refuge à liens qui les unissaient, promettant des épreuves. Mais le soir même, en déplissant le Figaro près de la cheminée, Raoul fronça les sourcils. Une note en bas de page. On murmure dans les cercles du parc Monceau d'une fugitive protégée par un magnate des rails. Le vicomte Duval prépare sa réponse. Émilie pâlit, la conséquence sociale visible s'abattant comme une ombre. La presse, ce monstre au milieu, transformait leur intimité en spectacle, et dans les salons, les langues s'aiguiseraient davantage. Raoul posa le journal, son regard bleu assombri. Demain, une invitation arrive. Un dîner où Duval pourrait frapper. Êtes-vous prête? Le cœur d'Émilie se serra, la broche pesant soudain comme un serment. La tempête sociale montait, et leur lien, fragile, serait testé au feu. La tempête s'abattit sur Paris comme un verdict divin, transformant les boulevards en rivières tumultueuses. Émilie, encore ébranlée par la note du Figaro, se tenait près de la fenêtre du salon de Raoul, observant les trombes d'eau qui fouettaient les vitres. Les réverbères au gaz clignotaient faiblement dans la nuit, leurs halos jaunes se mêlant aux éclairs qui zébraient le ciel. Raoul, de retour d'une réunion aux Halles, secoua son manteau dégoulinant, ses cheveux noirs plaqués sur le front. La ligne Paris-Lyon est coupée par les inondations. Aucun train ne partira avant l'aube. Nous sommes piégés ici, tous les deux. Émilie se tourna, son cœur battant un rythme incertain. Depuis le thé chez Madame Lefebvre, une tension nouvelle flottait entre eux, faite de silences chargés et de regards volés. La broche en forme de rose, épinglée à sa robe de serge grise, semblait peser plus lourd, comme un serment muet. Piégé, cela ressemble à ma vie entière, murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le grondement du tonnerre. Raoul s'approcha, allumant une lampe à huile qui projeta des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Le salon, avec son piano à queue et ses étagères de livres reliés en cuir, devint un cocon isolé du monde extérieur. Dehors, le vent hurlait, arrachant les feuilles des châtaigniers du parc Monceau. Ils s'assirent près de la cheminée où un feu crépitant luttait contre l'humidité. Raoul versa du vin de Bordeaux dans des verres de cristal taillés, le liquide rubis capturant la lueur des flammes. « Parlez-moi de vous, Émilie. Pas de la fugitive en robe blanche, mais de la femme qui rêve en secret. » Ses yeux bleus, habituellement froids comme l'acier des rails, s'adoucirent, invitant à la confidence. Elle hésita, ses doigts effleurant la broche. Cet objet hérité de sa grand-mère, un bijou simple en argent gravé d'une rose fanée, symbole d'un amour perdu dans les tourments de la guerre franco-prussienne. Cette broche, elle appartenait à ma grand-mère, Élise. Elle l'a portée lors de son propre mariage forcé, en 1870. Un conte rigide, une vie de devoir étouffant. Elle me l'a donnée en secret avant de mourir, en murmurant « Ne laisse pas les chaînes te briser ». Raoul hocha la tête, son regard se voilant. La scène Ancora se déploya alors, intime et vulnérable. Émilie ôta la broche, la tenant entre ses paumes comme un talisman. La lueur du feu dansait sur son visage pâle, soulignant les ombres sous ses yeux verts. J'ai grandi dans l'ombre de ces chaînes. Mon père, le comte Henri, a perdu son frère à Sedan. Depuis, il voit en moi un moyen de racheter l'honneur familial. Les dettes. Elles rongent tout. Mais moi, je dessinais des robes dans les marges de mes livres.
imaginant une liberté que les romans de George Sand promettaient. Sa voix se brisa, un sanglot retenu. Raoul posa son verre, sa main large effleurant la sienne, un geste fugace, chargé d'une chaleur qui fit frissonner Émilie. Pas de passion consumée, mais une promesse tacite, « Je suis là ». Il se raconta à son tour, humanisant l'homme de fer qu'elle avait cru voir. À Lyon, j'étais fils d'horloger. Mon père réparait des montres pour les bourgeois, mais la guerre nous a tout pris. Ma sœur aînée, Marie, est morte de la fièvre en 47 pendant le siège. J'ai fui à 18 ans, montant dans un train de marchandises vers Paris. Les rails m'ont sauvé, mais la culpa me ronge. J'ai abandonné ma mère, trop fière pour demander de l'aide. Sa voix grave se fit plus basse, presque un murmure. La cicatrice sur sa joue sembla s'illuminer, vestige d'un duel idiot pour défendre l'honneur familial, une nuit d'ivresse dans un cabaret lyonnais. Émilie vit l'homme derrière le magnate, un survivant marqué par le luto, guidé par un devoir farouche envers ceux qu'il protégeait. « Vous n'êtes pas un parvenu, Raoul. Vous êtes un homme qui a forgé sa voix. » Le tonnerre gronda plus fort, isolant leur bulle. Ils parlèrent des heures, passant d'un objet à l'autre. Un vieux compas de navigation que Raoul gardait sur la cheminée. Souvenir de voyages d'affaires vers Marseille, où les vents du midi portaient les parfums de lavande et de sel. Émilie rit doucement pour la première fois, un éclat léger quand il imita l'accent provençal d'un ingénieur excentrique. Les chemins de fer ne sont pas que du métal froid, ils relient les âmes perdues. Leur proximité grandit, un silence partagé où leurs épaules se frôlèrent, changeant la température émotionnelle, de la méfiance à une confiance naissante, comme un feu qui couve sous les cendres. Pourtant, l'antagonista ne dormait pas. Au milieu de la nuit, alors que la pluie martelait toujours les carreaux, un coup discret retentit à la porte d'entrée. Bertrand, le majordome, apparut dans l'encadrement du salon, une lettre scellée à la main. « Un émissaire discret, monsieur, parti sans un mot. » Raoul décacheta l'enveloppe, son visage se durcissant. Les mots, tracés d'une encre élégante, étaient signés du vicomte Duval. « Mademoiselle de Launay, votre protecteur des rails, ignore les ombres qui le guettent. Revenez, ou je révélerai les dettes de Beaumont. Fraude sur les lignes sud, un scandale qui le ruinera. Le choix est vôtre. » Émilie pâlit, la broche glissant de ses doigts sur le tapis. Le recado, comme un poignard, rebaissait la marée. Leur intimité forcée par la tormenta n'était qu'un répit. Duval bougeait dans l'ombre, son espionnage se resserrant comme un étau. Raoul froissa la lettre, son regard bleu flamboyant de colère contenue. Il ment, mais cela complique tout. Émilie se leva, le cœur serré. La confiance qu'il venait de tisser vacillait, menacée par les intrigues du passé. Dehors, la tempête s'apaisait, mais une autre, plus sombre, se levait. Demain, le dîner chez les Lefebvre les attendrait, et avec lui, peut-être la confrontation fatale. Émilie toucha la broche au sol, la ramassant d'une main tremblante. Leur lien si fragile allait-il survivre à cette nouvelle ombre? La tempête avait laissé place à un ciel plombé, lourd de promesses sombres, tandis que Paris s'éveillait sous un voile de brume. Émilie, encore secouée par la lettre du vicomte Duval, descendit l'escalier de la maison de Raoul d'un pas hésitant. La broche en forme de rose, remise à son corsage, pesait comme un rappel amer de leur confidence nocturne. Raoul l'attendait dans le vestibule, son manteau de tweed impeccable, mais ses yeux bleus trahissaient une vigilance accrue. Le dîner chez les Lefebvre ce soir, Duval pourrait y être, ou un de ses émissaires. Restez sur vos gardes. Ils traversèrent les boulevards en fiacre, les roues crissant sur les pavés humides. L'air portait l'odeur de la terre mouillée et des feuilles pourries du parc Monceau. Émilie serrait les rideaux de cuir, son cœur cognant. Depuis leur nuit d'intimité forcée, une confiance fragile s'était tissée entre eux, des regards prolongés, des silences complices. Mais la menace de Duval planait, comme un corbeau sur les toits haussmanniens. À 35 ans, Raoul avait bâti son empire sur des lignes de fer impeccables, mais une accusation de fraude pouvait tout balayer. Contrats annulés, investisseurs fuyants, sa réputation de self-made man ternie en celle d'un escroc.
L'hôtel particulier des Lefebvre, rue de Courcelles, bruissait déjà d'une animation feutrée. Des lanternes à huile projetaient une lueur dorée sur la façade de pierre, et des valets en livrée grise guidaient les invités vers le salon. Madame Lefebvre, en robe de soie noire, ornée de perles, accueillit Raoul avec un sourire crispé. « Monsieur Beaumont, Mademoiselle Laurent. »« Entrez, entrez. La soirée promet d'être animée. » Émilie nota les regards en coin. Les murmures du thé précédent avaient gonflé, alimentés par les feuilles des journaux. Une quinzaine d'invités se pressaient, bourgeois en redingote, veuves aux éventails déployés, un banquier aux favoris blancs nommé Monsieur Leclerc. Le dîner s'ouvrit sur une table longue, nappée de lin blanc et chargée de cristal. Des chandelles de cire d'abeilles vacillaient, illuminant les plats. Et potage de tortue, filet de sole poché, volaille rôtie au thym. Raoul s'assit à côté d'Émilie, sa main frôlant la sienne sous la nappe, un geste discret, chargé de réconfort. Les conversations glissèrent des dernières modes aux spéculations boursières. « Les chemins de fer fleurissent, n'est-ce pas ?» lança Leclerc à Raoul, ses yeux plissés. « Mais on murmure des irrégularités sur les lignes sud, des fraudes, dites-on, pour gonfler les actions. » Raoul se raidit, son verre de Bordeaux suspendu. « Des rumeurs infondées, monsieur. Mes ingénieurs veillent au grain. » Mais Émilie sentit le piège se refermer. Au bout de la table, un homme aux moustaches cirées, l'émissaire de Duval, elle le reconnut à son regard froid, sourit imperceptiblement. Le vicomte n'était pas là en personne, mais son ombre s'étendait, comme les vignes de ses domaines bordelais. Madame Lefebvre, mal à l'aise, servit les fromages, mais la tension montait, palpable comme l'odeur du vin aigre. Soudain, l'émissaire se leva, un papier à la main, une lettre pliée, cachetée d'un sceau noble. « Mesdames, messieurs, permettez-moi de partager une nouvelle qui éclaire nos débats. » Il déplia le document, sa voix claire coupant le brouhaha. Une missive du vicomte Armand Duval, adressée à la société. Il dénonce ici les manigances de M. Beaumont. Des comptes falsifiés sur les lignes Paris-Marseille, des pots de vin à des inspecteurs pour masquer des défauts de construction. Preuves à l'appui, dit-il, et il exige une enquête publique. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Les invités retinrent leur souffle. Leclerc pâlit, repoussant son assiette. « Si c'est vrai, Beaumont, vos actions chutent demain. » Émilie sentit le monde basculer. Raoul bondit, son visage anguleux durci par la fureur. Mensonge, Duval chasse des fantômes pour venger une offense personnelle. Mais le mal était fait. L'émissaire distribua des copies, des extraits de livres de comptes, forgés ou non, accusant Raoul de sabotage financier. Les murmures enflèrent. Un parvenu qui trahit ses pairs. Les Launay impliqués? Cette fugitive protège un escroc? Émilie, le cœur serré, vit les regards se tourner vers elle, non plus avec curiosité mais avec dégoût. Sa réputation, déjà fragile, se brisait, de rebelle romantique à complice d'un fraudeur. Madame Lefebvre, affolée, fit signe au valet. « Assez, cette soirée est ruinée. » Raoul saisit le bras d'Émilie, la tirant vers la sortie. Dehors, la nuit enveloppait la rue d'un manteau froid, les réverbères au gaz luttant contre l'obscurité. C'est Duval, il frappe fort, en public pour nous isoler. Ils montèrent dans le fiacre, les chevaux hennissant nerveusement. Émilie tremblait, les larmes aux yeux. « Votre empire, et moi, je suis la cause. On me voit comme une traînée, une femme qui fuit l'honneur pour un menteur. » Raoul la serra contre lui. Un geste protecteur, mais la confiance se fissurait. Je combattrai cela, mes notaires vérifieront les faux. Pourtant, la conséquence tangible frappa vite. Au matin, Bertrand apporta le journal. Le Figaro titrait « Scandale ferroviaire, le magnate Beaumont accusé par le noble Duval. Une fugitive au cœur de l'intrigue ?» Les actions de Raoul chutaient déjà. Des investisseurs télégraphiaient leur retrait. Pas de téléphone, mais des coursiers à cheval, galopant entre les banques. Le comte Henri, alerté, envoya un mot sec. « Ton protecteur est un voleur. Reviens ou reste dans la boue. » Émilie, isolée dans sa chambre, sentit la chute de status.
Plus d'invitations, plus de cercles. Paris, qui l'avait fasciné, se muait en prison de ragots. Le point de non-retour vint l'après-midi quand Raoul rentra, blême. Un mandat d'enquête. Duval a des appuis au parquet. Mes alliés se débinent, peur du scandale. Il s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. Émilie s'approcha, mais il se releva brusquement. « Éloignez-vous. Si vous restez, vous coulez avec moi. Duval vise notre alliance. Partez, trouvez refuge ailleurs. C'est sans retour. » Les mots la heurtèrent, comme un coup. Séparation émotionnelle, la confiance brisée par la peur. Leur lien naissant rompu par la tempête publique. Émilie recula, la broche arrachée de sa robe tombant au sol. « Vous m'abandonnez ? Après tout ?» Raoul détourna le regard, sa cicatrice saillant. « Pour vous sauver, Duval prépare un ultimatum, votre retour ou ma ruine totale. » Elle quitta la pièce en sanglots, errant dans les rues pluvieuses vers un exil incertain, une pension anonyme près de la Seine, où les blanchisseuses la toisaient. Isolée, sans soutien, Émilie comprit. Plus de retour au monde des Launay, ni à celui de Raoul. Duval triomphait, son attaque frontale les séparant comme un sabre. Mais au fond d'elle, une braise de révolte couvait. Combien de temps avant que l'ultimato ne tombe, et forçant un choix fatal? Les jours s'étiraient en une grisaille oppressante, comme si Paris elle-même pleurait le sort d'Émilie. Installée dans une pension modeste près de la Seine, aux murs noircis par la suie des cheminées, elle passait ses nuits à fixer le plafond craquelé, hantée par les mots de Raoul. « Pour vous sauver !» Ses paroles résonnaient comme un abandon, une fracture qui la laissait seule face aux murmures de la ville. À 22 ans, sa robe de serge grise usée aux ourlets, elle errait dans les ruelles, évitant les regards des marchandes de fleurs qui la dévisageaient avec pitié. La broche en forme de rose, glissée dans sa poche, lui rappelait leur nuit d'intimité, un lien brisé par les accusations de Duval. Pourtant, une braise de révolte couvait en elle. Le matin du 4e jour, un coursier essoufflé frappa à sa porte, apportant un paquet anonyme enveloppé de papier brun. Émilie l'ouvrit d'une main tremblante, révélant un dossier de lettres jaunies, un livre de comptes relié en cuir craquelé et un portrait miniature d'un homme aux traits sévères, le père du vicomte Duval, un spéculateur notoire des années 70. Au dos, une note griffonnée « La vérité sur les Duval » de la part d'un allié repentant. Son cœur s'accéléra. Elle s'assit sur le lit étroit, étalant les preuves sous la lumière pâle d'une lampe à huile. Les lettres, datées de 10 ans plus tôt, exposaient un complot familial. Le comte Duval avait ruiné les Launay en manipulant des actions ferroviaires, forçant le mariage d'Armand avec Émilie pour effacer les dettes par une alliance forcée. Le livre de comptes, volé des archives d'un notaire bordelais, montrait des fraudes flagrantes, pots de vin à des inspecteurs pour masquer des lignes défectueuses, les mêmes que Raoul avait rachetées et redressées. « Duval n'est pas un noble intègre, mais un usurier masqué », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Le portrait confirmait, le père, avec son sourire carnassier, avait initié cette toile d'araignée, et Armand, son héritier froid, la poursuivait pour venger un honneur factice. La révélation structurale frappa Émilie comme un éclair. Tout n'était qu'une manipulation, une dette truquée pour enchaîner les fortunes. Un pic d'espoir surgit. Elle rangea les documents dans un sac de toile, déterminée. Raoul n'était pas froid par indifférence, mais par un devoir farouche, protéger son empire pour ceux qu'il avait juré d'aider. Comme sa sœur disparue, cette vérité recontextualisait leur séparation. Sa frieza n'était que la culpabilité d'un homme qui refusait de l'entraîner dans l'abîme. Émilie quitta la pension, marchant d'un pas résolu vers le parc Monceau. Les feuilles mortes crissaient sous ses bottines usées, et l'air automnal portait l'odeur des châtaigniers mouillés. Elle savait où trouver Raoul. Son bureau près des Halles, un entrepôt transformé en quartier général, bourdonnant d'employés en tablier et de plans de rails étalés sur des tables de chêne. Il était là, penché sur un bureau encombré de télégrammes. Non, des courriers à cheval, rapides, mais fiables.
Sa silhouette large, en chemise blanche aux manches retroussées, révélait la fatigue, cerne profond, cicatrice saillante sur la joue. À la vue d'Émilie, il se figea. Son regard bleu assombri par la surprise. « Émilie, vous ne devriez pas être ici. L'enquête avance. Duval a des appuis. » Elle posa le dossier devant lui, sa voix ferme malgré le tremblement. « Lisez cela, ce n'est pas vous le fraudeur. C'est lui. Son père a ruiné le mien, et ce mariage. Une revanche déguisée en alliance. » Raoul feuilleta les pages, ses mains fortes s'arrêtant sur une lettre décisive, un témoignage d'un ancien employé des Duval, jurant sur l'honneur que les comptes falsifiés étaient l'œuvre du vicomte. Dieu, c'est un complot vieux de 10 ans. Ses épaules s'affaissèrent, un poids quittant son torse. Pour la première fois, il la regarda sans voile. Pas de distance protectrice, mais une vulnérabilité nue. « Je vous ai repoussé pour vous épargner, ma sœur. Elle est morte parce que j'ai échoué à la protéger d'un scandale similaire à Lyon. Je ne pouvais pas risquer cela avec vous. » Émilie toucha son bras, un geste contenu qui raviva leur confiance. « Et moi, je refuse d'être une victime. Ensemble, nous exposons cela. » Ce moment de rapprochement, un silence partagé où leurs doigts s'effleurèrent sur le livre de comptes, marqua un pic d'espoir. Raoul hocha la tête, son pragmatisme revenant. Une lettre publique, adressée au Figaro, signée de nous deux. Mais Duval réagira. Il a des oreilles partout. Effectivement, alors qu'il rédigeait le texte, Émilie traçant les mots d'une plume ferme, décrivant les fraudes et le complot matrimonial, un valet entra, blême. « Monsieur, un émissaire de Duval, il menace. Si cela sort, il accuse votre famille de complicité, Émilie. Votre père en prison pour dette cachée. » Le val de danger frappa, plus sombre. Une réponse du antagoniste, un contre-attaque qui visait le cœur familial. Émilie sentit la peur l'envahir, imaginant le comte Henri, son père aux favoris grisonnants, traîné devant un juge pour des manipulations qu'il ignorait. Raoul serra les poings. Il bluffe, mais cela accélère tout. Elle prit une décision proactiva. Non une simple lettre, mais une initiative sociale. « J'irai voir mon père, lui montrer les preuves, et nous publierons ensemble. » Raoul protesta, mais elle insista, son agency naissante la transformant. « La société me voit comme une fugitive faible. Je vais la forcer à écouter. » L'après-midi, escortée par Raoul en fiacre discret, elle affronta le comte de Launay dans son hôtel particulier rue de Rivoli. Henri, en gilet de soie froissée, la toisa depuis son bureau, entouré de livres de contes désespérés. « Tu oses revenir, après avoir sali notre nom avec ce parvenu ?» Émilie déploya les documents, sa voix claire coupant l'air. « Père, Duval nous a piégés tous. Regardez, ces fraudes ont causé nos dettes. Ce mariage n'était qu'un piège pour nous achever. » Le comte pâlit, feuilletant les pages, ses lunettes glissant sur son nez. Un témoignage, une lettre signée d'un notaire impartial, le convainquit. « Mon Dieu, j'ai été aveugle. » Pour la première fois, il la serra dans ses bras, un geste maladroit mais sincère. « Tu as raison, ma fille, nous contresignerons cette lettre. » Ce succès, un pic d'espoir familial, propulsa Émilie vers l'action publique. Le soir même, la missive fut envoyée au Figaro, une dénonciation détaillée des Duval, avec preuves jointes, signée par les Launay et Beaumont. Paris bruissa dès le lendemain, les salons s'enflammant de rumeurs inversées. « Duval, un voleur en habit noble », murmuraient les bourgeois au Procope. Raoul et Émilie se rapprochèrent dans le salon de la maison près du parc Monceau, un thé partagé scellant leur confiance. Pas de passion débordante, mais un partenariat égal, ses yeux verts croisant les siens bleus dans une promesse muette. Pourtant, le val de danger s'abattit plus fort. Un coursier arriva au crépuscule, portant une invitation gravée sur carton épais. Le vicomte Duval convie messieurs et mesdames de la société à un bal masqué à l'Opéra Garnier ce vendredi. Une réponse s'impose. C'était une convocation pour un événement public décisif, un piège évident où Duval exposerait sa contre-attaque. Raoul fronça les sourcils. « Il veut nous humilier devant tous. » Émilie toucha la broche, revenue à son corsage. « Ou nous vaincre, allons-y. C'est notre chance de tout révéler. »
Le cœur battant, elle comprit, l'indignation contre Duval montait, mais le bal serait le champ de bataille final. Paris retenait son souffle, et leur duo renforcé affrontait l'orage. Les lustres de l'Opéra Garnier scintillaient comme des constellations captives, projetant une lumière chatoyante sur les masques ornés de plumes et de perles qui animaient le bal masqué. L'air vibrait des accords envoûtants d'un quatuor à cordes, mêlés aux rires étouffés et aux murmures des invités. Une centaine d'âmes de la haute société parisienne, enveloppées dans des robes de soie chatoyantes et des redingotes impeccables. Émilie, le cœur battant sous son domino noir, rehaussé de dentelle fine, serrait le bras de Raoul. Sa robe de taffetas vert émeraude, aux manches bouffantes et à la jupe fluide bordée de volants, masquait à peine sa tension. La broche en forme de rose, épinglée à son corsage, brillait comme un talisman, symbole de leur alliance forgée dans l'ombre des complots. Raoul, masqué d'un loup de velours bleu nuit qui soulignait ses yeux perçants, ajusta sa cravate de soie. À 35 ans, sa silhouette athlétique en habit noir tranchait parmi les silhouettes empesées. « Restez près de moi. Duval est ici, quelque part dans cette foule. » Ils descendirent l'escalier de marbre, leurs pas étouffés par les tapis persans. Paris, en cette nuit d'automne 1895, exultait dans l'opulence de la belle époque. Les boulevards extérieurs bruissaient de fiacres et l'opéra, chef-d'œuvre de Garnier, incarnait le triomphe de l'argent et de l'art. Mais sous les masques, les intrigues bouillonnaient. Rumeurs de dettes, alliances secrètes, et ce scandale qui agitait les salons depuis des semaines. Ils glissèrent parmi les invités, une duchesse en crinoline écarlate, un banquier aux favoris blancs, des veuves aux éventails déployés comme des boucliers. Émilie reconnut des visages familiers, Madame Lefebvre, son masque de plumes d'autruche frémissant, le notaire du Valais chuchotant à l'oreille d'un groupe. L'orchestre entama une valse de Strauss, et les couples tourbillonnèrent, jupes virevoltant comme des pétales dans le vent. Raoul guida Émilie vers un alcôve, près d'une fontaine de marbre, où cascadait un filet d'eau parfumé à la rose. Le moment approche. Notre lettre au Figaro a semé le doute, mais Duval veut l'étouffer ici, en public. Soudain, un homme s'avança, son masque d'argent poli reflétant les chandelles. Grand, les épaules carrées, sous une cape de velours noir, il ôta son loup d'un geste théâtral. Armand Duval, le vicomte, à 40 ans, arborait une barbe noire taillée au rasoir et des yeux froids comme le vin de ses vignobles bordelais. « Monsieur Beaumont, mademoiselle de Launay, ou devrais-je dire la fugitive ?» Sa voix, suave mais tranchante, attira les regards. Un cercle se forma, murmure s'amplifiant comme un essaim. Émilie sentit son pouls s'accélérer, la broche pressant contre sa peau comme un avertissement. Duval brandit un dossier relié de cuir rouge, ses pages craquant sous ses doigts gantés. Paris mérite la vérité. Voici les preuves irréfutables. Beaumont a falsifié des contrats sur les lignes sud, ruinant des investisseurs honnêtes. Et vous, mademoiselle, n'êtes qu'une complice fuyant l'hôtel pour un parvenu voleur. Il distribua des feuillets, des copies de comptes truqués, une lettre forgée signée d'un inspecteur repentant, et un témoignage d'une blanchisseuse, soi-disant payée par Raoul, pour taire des accidents. Les invités retinrent leur souffle. Leclerc, le banquier, pâlit. « Si c'est avéré, Beaumont est fini !» Une veuve s'éventa frénétiquement. « Et cette Launay, une traînée qui salit la noblesse !» La sabotage finale frappa comme un coup de fouet. Duval, avec un sourire carnassier, révéla une témoin clé. Une femme voilée, une ancienne employée des Launay, achetée pour jurer que le comte Henri avait comploté avec Raoul pour les fraudes. « Votre père, mademoiselle, est un ruiné qui vend sa fille pour couvrir ses dettes. » Les mots résonnèrent dans le grand foyer, amplifiés par les voûtes dorées. Émilie chancela, les regards la transperçant. De fugitive romantique à paria infâme. Raoul serra les poings, sa cicatrice saillant sous le masque. Mensonge. Duval, vous manipulez les ombres pour venger votre orgueil blessé. Mais Émilie, le cœur en feu, refusa la défaite. C'était leur choix moral. Se taire et couler ou affronter la communauté, affirmant qui ils étaient,
non des victimes, mais des justes unis contre l'injustice. Elle arracha son masque, ses boucles châtaines cascadant sur ses épaules, et sa voix s'éleva, claire et ferme, coupant le tumulte. « Assez de masques, vicomte, vos preuves sont des faux, comme votre honneur. » Raoul, galvanisé, sortit le dossier qu'ils avaient préparé, les lettres jaunies, le livre de comptes authentique, le portrait du père Duval. « Regardez, votre lignée a ruiné les Launay par fraude véritable en 1880. Ce mariage n'était qu'un piège pour effacer vos crimes. » Le comte Henri de Launay surgit alors de la foule, escorté par 2 alliés, un notaire impartial et un journaliste du Figaro, masques ôtés. « Filles et fils de Paris, écoutez, Duval a manipulé nos dettes pour nous asservir. » Le notaire valida les documents, sa voix résonnant. « Ces comptes prouvent les pots de vin des Duval, nom de Beaumont. » La témoin de Duval, confrontée, craqua sous les regards. « J'ai menti, payé pour cela. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Duval blêmit, son dossier tombant au sol comme une feuille morte. « C'est une calomnie !» La contre-attaque intelligente triompha. La communauté, d'abord fascinée par le scandale, reconfigura tout. Les murmures virèrent à l'indignation. « Duval, le vrai fraudeur !» s'exclama Madame Lefebvre, son éventail claquant. Le clerc hocha la tête, admiratif. « Beaumont, un homme intègre !» Émilie, des larmes de triomphe aux yeux, vit les regards changer, de mépris à respect. Elle n'était plus l'humiliée, mais la héroïne qui avait brisé les chaînes. Raoul l'enlaça discrètement par la taille, un geste de victoire partagée. L'orchestre reprit, mais le bal s'animait d'applaudissements pour eux. Duval, isolé, s'éclipsa par une porte latérale, son cap noir avalé par l'ombre. Humiliation publique, son empire de vignes et de mensonges fissuré à jamais. Le silence post-tempête enveloppa le couple, alors que la foule se dispersait, les chandelles vacillant comme des étoiles filantes. Raoul et Émilie se retrouvèrent seuls près de la fontaine, l'eau murmurant un secret complice. Il effleura sa main, leurs doigts s'entremêlant sous la broche. « Nous l'avons fait, ensemble. » Elle leva les yeux, un sourire radieux illuminant son visage. Et ce n'est que le début. Leur engagement intime, tacite et profond, scella la nuit. Un regard prolongé, une promesse de lendemain libre, loin des masques et des complots. Mais au loin, un coursier attendait, portant une lettre scellée. Les Duval contre-attaquaient en justice. Paris ne dormait jamais vraiment. Si cette victoire vous emporte, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Les jours suivants, le bal masqué à l'Opéra Garnier s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la tempête, emportant les débris du scandale dans les abysses de l'oubli parisien. Émilie et Raoul, encore imprégnés de l'euphorie de leur triomphe, rentrèrent dans la maison près du parc Monceau sous un ciel clair, où les premières étoiles perçaient la voûte nocturne. Les réverbères au gaz projetaient des halos dorés sur les pavés luisants, et l'air automnal portait l'odeur des feuilles mortes et des châtaigniers. Raoul serra la main d'Émilie, un geste ferme qui scellait leur alliance forgée dans le feu des révélations. « Nous avons gagné, mais la bataille n'est pas finie. Duval paiera pour ses mensonges. » Au matin, un courrier urgent arriva de l'hôtel particulier des Launay, rue de Rivoli. Le comte Henri, les favoris grisonnants, encore plus hirsutes que d'habitude, avait convoqué une réunion familiale. Émilie y entra, vêtue d'une robe de laine bleu clair aux lignes simples, sans les corsets oppressants de son passé. Sa mère, la comtesse Isabelle, l'accueillit d'un regard embué, ses mains diaphanes, tremblant sur un mouchoir brodé. « Ma fille, tu as sauvé notre nom. » Le comte, assis derrière son bureau encombré de papiers jaunis, hocha la tête avec une gravité nouvelle. « Les preuves que tu as apportées ont tout changé. Le notaire a vérifié. Les dettes que nous portions étaient gonflées par les fraudes des Duval. Nous pouvons les contester en justice. » La résolution légale s'amorça ainsi, fil par fil. Raoul, avec ses contacts dans les cercles ferroviaires, fit appel à un avocat renommé, Maître Lefort, un homme aux lunettes cerclées d'or et à la voix mesurée.
Ensemble, ils déposèrent une plainte formelle au parquet accusant le vicomte Armand Duval de falsification de documents et de manipulation financière. Les journaux, d'abord avides du scandale, virèrent au cœur d'indignation. Le Figaro publia un article retentissant, titré « Le vicomte démasqué, un complot nobiliaire ébranle Paris ». Les salons, autrefois hostiles, bruissaient maintenant de soutien. Madame Lefebvre envoya une lettre parfumée à l'odeur de lavande. « Chère Émilie, votre courage inspire. Les portes vous sont ouvertes. » Duval, acculé, tenta une contre-attaque pathétique. Il envoya un émissaire au palais de justice, jurant sur l'honneur que tout était un malentendu familial. Mais les preuves, lettres jaunies, livres de comptes authentiques, témoignages d'employés repentis étaient accablantes. Le juge, un magistrat aux moustaches impeccables nommé Monsieur Bertrand, rendit son verdict en une audience publique 2 semaines plus tard, dans une salle aux lambris sombres où l'air sentait l'encre et le vieux papier. Le vicomte Duval est condamné à restituer les sommes frauduleuses au Launay et à Beaumont. Exil volontaire en ses domaines bordelais, sous peine de saisie de biens. Duval, blême sous sa redingote noire, inclina la tête sans un mot, ses yeux froids, voilés de défaite. Sa chute de prestige fut totale. Les investisseurs fuirent de ses vignobles, les invitations se tarirent, et Paris, impitoyable, le relégua aux ombres provinciales. Une conséquence concrète, irrémédiable. Il perdit ses droits sur les alliances nobiliaires, son nom synonyme de ruine. Pour les Launay, le dénouement familial apporta un baume. Le comte Henri, transformé par la vérité, serra Émilie contre lui dans le salon aux tentures de velours vert. « J'ai été aveugle, ma fille. Ton esprit vif nous a libérés. » Isabelle, les larmes coulant sur ses joues pâles, offrit un geste symbolique. Un médaillon d'argent sans histoire, gravé d'une simple initiale entrelacée, E et R. Pour ton avenir, choisis librement. Émilie l'accepta, le cœur gonflé, voyant en cela la fin des chaînes du passé. Ses sœurs, Louise et Claire, désormais émancipées de la pression matrimoniale, l'embrassèrent avec joie. « Tu es notre modèle », murmura Louise, ses yeux bleus pétillants. Raoul et Émilie, dans ce nouveau équilibre, scellèrent leur lien par une alliance entre égaux. Pas de contrat forcé, mais une promesse murmurée un soir d'hiver, près de la cheminée du salon. Les flammes dansaient sur leurs visages, projetant des ombres complices. Raoul, les mains fortes posées sur les siennes, déclara « Émilie, je ne suis pas noble, mais je t'offre ma vie, sans dette ni ombre. » Elle répondit d'une voix ferme, sa transformation évidente dans sa posture droite, sa voix assurée. « Et moi, Raoul, je choisis cette voie, avec compassion, pour ceux que nous avons sauvés. » Ils échangèrent un baiser, le premier vrai, sous la lueur des appliques à gaz, un effleurement tendre, chargé d'amour pur, leurs lèvres se rencontrant comme un horizon s'ouvrant. Pas de passion dévorante, mais une union profonde, où l'intelligence d'Émilie et la force de Raoul se complétaient. Leur legado émergea naturellement, fruit de cette victoire. Ensemble, ils fondèrent une école pour jeunes filles près de Montmartre, un bâtiment modeste aux murs blanchis à la chaux, où l'on enseignait non seulement les arts ménagers, mais aussi la lecture, le dessin et les droits naissants des femmes, inspirés des croquis d'Émilie et des leçons de Raoul sur l'indépendance. « Pour que plus aucune ne fuit en robe de mariée », dit-elle lors de l'inauguration, sa voix résonnant dans la cour pavée, entourée d'enfants au tablier propre. Les coadjuvants trouvèrent leur place. Le comte Henri devint mécène discret, récompensé par une paix intérieure. Madame Lefebvre organisa des dons, repositionnée comme allié fidèle. Bertrand, le majordome, veilla sur l'école avec loyauté. Même le notaire Duvalet, neutre jadis, apporta son soutien financier, rachetant sa neutralité passée. 1 an plus tard, l'image finale se grava dans la mémoire de Paris. Émilie et Raoul, mariés en une cérémonie simple à l'église Saint-Philippe du Roule, marchaient bras dessus, bras dessous le long de la Seine. Elle, en robe de soie ivoire fluide, sans crinoline, portait le médaillon au cou.
Lui, en habit gris sobre, rayonnait d'une fierté tranquille. Derrière eux, l'école bruissait de rires d'élèves, et au loin, les tours de Notre-Dame se dressaient comme un rappel triomphant. Leurs baisers, renouvelés sous le soleil couchant, scellaient un futur ouvert. Des voyages en train vers le midi, des projets d'expansion ferroviaire pour relier les rêves. Mais une lettre arriva ce soir-là, d'un domaine bordelais. Duval, exilé, implorait une trêve. Émilie la brûla dans le feu, un sourire aux lèvres. Le passé éclos. Pourtant, Raoul murmura « Et si une nouvelle ligne nous appelait plus loin ?» L'horizon s'étendait, infini. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable à l'Opéra Garnier, où les masques étaient tombés et les vérités révélées avaient redessiné les destinées de Paris. La ville, toujours frémissante sous les boulevards haussmanniens élargis et les nouveaux théâtres illuminés au gaz, avait vu naître l'ère des automobiles naissantes, mais pour Émilie et Raoul Beaumont, le temps avait coulé comme un fleuve paisible, emportant les ombres du passé vers des horizons ensoleillés. À 32 ans, Émilie se tenait sur le perron de leur maison de campagne, près de Versailles, un domaine modeste aux murs de pierre, couvert de vignes vierges, où l'air embaumait le jasmin et la terre fraîchement labourée. Ses cheveux châtains, désormais relevés en un chignon souple, sans les épingles rigides de jadis, encadraient un visage marqué par une sérénité profonde, ses yeux verts pétillant encore de cette flamme rebelle qui avait tout changé. Raoul, à 45 ans, approchait d'un pas assuré, ses épaules larges, toujours athlétiques sous une chemise de lin blanc, la cicatrice sur sa joue adoucie par les années. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes, vestiges d'une vie forgée dans le fer des rails et les épreuves du cœur. Il posa une main sur l'épaule d'Émilie, un geste familier, chargé de l'intimité d'un amour qui avait résisté aux tempêtes. « Regarde-les » murmura-t-il, désignant le jardin où 2 enfants jouaient sous les châtaigniers. Leur fils aîné, Henri, nommé en hommage au grand-père réconcilié, âgé de 8 ans, courait après une petite sœur de 5 ans, Élise, dont les boucles châtaines dansaient au vent. Ils grandissent si vite, comme si Paris nous avait volé ses années de joie. Leur mariage, célébré en simplicité 10 ans plus tôt à Saint-Philippe-du-Roule, avait fleuri en une union profonde, sans les chaînes des alliances forcées. Émilie avait choisi cette robe de soie ivoire fluide, libérée des crinolines, et Raoul avait prononcé ses vœux avec une voix grave, promettant non une fortune, mais une égalité éternelle. Ensemble, ils avaient bâti une vie où l'amour n'était pas un contrat, mais un feu nourri par les confidences nocturnes et les rires partagés. L'école pour jeunes filles à Montmartre, qu'ils avaient fondée peu après le scandale, prospérait désormais. Un bâtiment agrandi aux salles lumineuses où l'on enseignait le dessin, la lecture et les rudiments des affaires, inspirés des croquis d'Émilie et des leçons pragmatiques de Raoul. Des centaines de filles, issues des ateliers et des salons, y apprenaient à tracer leur propre chemin, loin des mariages arrangés. « Tu as libéré des générations », disait souvent Raoul, ses yeux bleus emplis d'admiration. Les changements familiaux avaient été profonds, tissés de pardon et de renaissance. Le comte Henri de Launay, à 65 ans, vivait retiré rue de Rivoli avec Isabelle, sa femme toujours frêle, mais rayonnante d'une paix nouvelle. Les dettes effacées par le verdict judiciaire avaient restauré leur hôtel particulier, mais c'était le cœur qui s'était guéri. Henri, autrefois rigide avec ses favoris grisonnants, visitait l'école régulièrement, racontant aux élèves ses erreurs passées comme des leçons vivantes. « J'ai failli briser ma fille pour un honneur factice », confiait-il à Émilie lors de ces après-midi, ses yeux humides. Isabelle, libérée de ses broderies mélancoliques, aidait à l'école, enseignant l'art floral avec une douceur retrouvée. Les sœurs d'Émilie, Louise et Claire, avaient épousé par choix. Louise, une modiste talentueuse à Lyon, et Claire, mariée à un professeur d'histoire, avaient eu des enfants qui remplissaient les jardins familiaux de cris joyeux. Les Launay,
jadis divisés par les dettes et les devoirs, formaient maintenant un cercle uni, où les dîners se déroulaient en rires et en récits, loin des silences oppressants. Mais tous n'avaient pas échappé au prix de leurs décisions. Le vicomte Armand Duval, exilé dans ses vignobles bordelais, avait payé cher sa soif de revanche. À 50 ans, ses domaines autrefois florissants dépérissaient. Les vendanges maigres, les ouvriers partis, et un procès en appel qui l'avait dépouillé de ses titres nobiliaires. Paris l'avait oublié, relégué aux chroniques jaunies du Figaro, mais les ragots persistaient. Un homme brisé, hanté par ses pères frauduleux, errant seul dans ses châteaux vides. Il a semé le vent et récolté la tempête, murmurait Émilie parfois, une pointe de pitié dans la voix, car même le triomphe portait l'ombre du regret. Raoul, lui, portait encore les cicatrices invisibles, des nuits d'insomnie où ils revivaient l'enquête, craignant pour leurs enfants un écho du passé. « J'ai protégé ce que j'aime, mais à quel coût ?» avouait-il un soir, serrant Émilie contre lui. L'amour entre eux avait non seulement résisté, mais s'était approfondi. Comme un vin millésimé dans les caves de Bordeaux, non plus la passion fugitive de la fuite, mais une tendresse quotidienne, nourrie par les défis surmontés. Ils voyageaient en train vers le midi, Raoul étendant ses lignes ferroviaires pour relier villages isolés, Émilie publiant un recueil anonyme de croquis de mode libératrice, inspirant les revues naissantes. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Versailles, peignant le ciel en teinte orangée, Émilie et Raoul s'assirent sur un banc de pierre, les enfants endormis à l'intérieur. La broche en forme de rose, transmise à Élise désormais, reposait dans un tiroir comme un reliquat nostalgique. « Souviens-toi de cette robe blanche tachée de boue, fuyant Notre-Dame, » dit-elle, posant sa tête sur son épaule. Raoul sourit, sa main caressant ses cheveux, et de ce regard croisé à Montmartre qui a tout changé. Nous avons gagné notre liberté, ensemble. Une vague d'émotion les submergea, mélange de gratitude et de mélancolie pour les chemins escarpés parcourus. Paris, au loin, scintillait encore de ses lumières au gaz, mais leur monde était ici, dans ce jardin où les roses, comme celles de la broche, fleurissaient sans chaîne. L'amour avait triomphé, laissant un legs de courage et d'espoir, un écho éternel dans les cœurs des générations futures. Et tandis que la nuit enveloppait le domaine, Émilie murmura « Chaque jour avec toi est une victoire ». Raoul l'embrassa doucement, scellant 10 ans de promesses tenues, sous un ciel étoilé qui veillait sur leur bonheur conquis. Et voilà, chers amis, que notre histoire d'Émilie et Raoul s'achève sur cette note de triomphe doux amer, où l'amour véritable émerge des cendres des conventions et des complots. Dans les rues éternelles de Paris, sous le regard bienveillant de la Seine qui murmure ses secrets au pont haussmannien, nous avons vu une jeune femme briser les chaînes d'un destin imposé, pour forger un chemin de lumière avec l'homme qui, par un regard croisé à Montmartre, a changé le cours de sa vie. La belle époque, avec ses bals étincelants et ses intrigues feutrées, nous rappelle que derrière les façades dorées se cachent des cœurs en quête de liberté et que le courage d'une seule âme peut ébranler les fondations d'une société rigide. Quelle leçon en tirer, si ce n'est que l'amour n'est pas une transaction, mais un choix libre, nourri par la confiance et la vérité. Émilie nous enseigne que fuir n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers l'émancipation. Raoul, que la force véritable réside dans la vulnérabilité partagée, loin des masques de l'orgueil. Et Duval, ombre du passé, nous avertit que la soif de revanche empoisonne l'âme, laissant un legs de solitude. Dans ce tourbillon de scandales et de révélations, c'est l'unité qui triomphe. Famille réconciliée, legs éducatif pour les générations futures, et un amour qui défie le temps 10 ans plus tard, encore vibrant dans les rires d'enfants et les projets audacieux. Cette histoire, inspirée des vents de changement qui soufflaient sur la France de 1895, nous invite à réfléchir. Et si, dans nos propres vies, nous osions rejeter les chaînes invisibles, laissez ces mots résonner en vous comme un écho des valses de l'opéra, et portez-les dans votre cœur.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti à la fin. Cette victoire cathartique d'Émilie vous a-t-elle ému autant que moi? Et pour savoir qui a suivi cette épopée jusqu'au bout, écrivez simplement le mot « liberté » dans les commentaires. Cela m'aidera à partager plus de récits comme celui-ci avec vous tous. N'oubliez pas de liker si cette aventure vous a captivé. Et abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle histoire passionnante du canal, des drames de l'époque, des romances interdites, des triomphes inattendus. Cliquez sur les cartes pour découvrir d'autres narrations similaires. Et ensemble, continuons à tisser ces fils d'émotions. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le Paris des Lumières. Jusqu'à la prochaine fuite vers l'inconnu.